Plus de 50 ans après la décolonisation politique, l'heure est peut-être venue de décoloniser aussi les frontières. 2, 3. Le 7 juillet 2019, les pays membres de l'Union africaine ont lancé à Niamey la ZLEC, la zone de libre-échange continentale africaine, ce qui fera de l'Afrique le plus grand espace commercial au monde, selon le président nigérien. Un vieux rêve qui se réalise. À défaut de redessiner les frontières politiques, l'UE veut ainsi faire d'ici 2063 ce qu'aurait peut-être dû faire son ancêtre l'EUA en 1964, c'est-à-dire faire sauter les frontières économiques. Mais signer des accords, c'est une chose. Les ratifier en est une autre, et surtout, les appliquer sur le terrain, voilà le plus grand challenge. Ce serait un autre débat, la ZLEC, mais là, si vous me permettez, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais c'est un pas tout de même, et certains chefs d'État comme le président rwandais Paul Kagame y croient plus que jamais. We are going to deal with these problems effectively until we work together, because some of the problems cross borders. And we encourage and subscribe to regional integration and continental integration. Et vous, une Afrique sans frontières économiques, vous y croyez? Eh bien, cher monsieur, pour répondre clairement à votre question, pour ma part, je n'y crois mais alors pas du tout. Et d'ailleurs, aucun Africain, et plus particulièrement aucun Congolais ayant toute sa tête, ne devrait croire en ce marché des dupes pour les raisons que je vais évoquer dans la vidéo de ce jour. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue pour la vidéo de ce dimanche portant sur un sujet très intéressant, comme vous avez dû le remarquer au niveau du titre. Car oui, comme annoncé dans la vidéo du dimanche dernier, aujourd'hui nous allons parler de cette énième escroquerie monumentale contre l'Afrique, cette soi-disant zone de libre-échange continentale africaine qui devrait, soi-disant, amorcer le développement du continent. Je démontre dans cette vidéo que cette affirmation est complètement fausse. Voilà. Mais avant d'aller plus loin, un petit spot publicitaire comme d'habitude. On se retrouve tout de suite après pour le vif. Ici Sandra de la boutique Sandra Bella Moda. Vous avez notre boutique de mode en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo. Retrouvez toutes les informations concernant nos deux boutiques en barre de description de cette vidéo et c'est parti pour notre sujet alors très chaud de ce jour. Et voilà donc les amis, sans plus tarder, nous allons directement entrer dans le vif de notre sujet très passionnant de ce jour. Je vais vous donner ici 3 raisons fondamentales pour démontrer que ce projet de soi-disant zone de libre-échange africaine n'est pas dans l'intérêt de l'Afrique et plus particulièrement de la République démocratique du Congo. La première raison, brièvement, ensuite je vais développer, c'est que c'est un projet en fait qui est conçu par les ennemis de l'Afrique de manière générale, mais spécialement de la RDC, à savoir les lobbies mafieux anglo-saxons. Et donc, à ce niveau-là, on se posera une question très importante de savoir si le monsieur que nous avons vu au niveau de l'introduction, faisant la promotion de ce projet, ignore le fait qu'il s'agit d'un projet conçu par les ennemis de l'Afrique. Et donc, on va se poser la question de savoir s'il le fait par ignorance ou s'il a connaissance de cette réalité et que c'est à dessein qu'il induit son public en erreur, car cette vidéo a eu plusieurs centaines de milliers de vues avec beaucoup de commentaires qui le considèrent comme un projet panafricain. Par conséquent, cette première raison, voilà, de ne pas adopter ce projet nous conduira à examiner la deuxième raison, à savoir qu'il s'agit d'un projet portant sur un objectif contraire aux intérêts de l'Afrique et particulièrement de la République démocratique du Congo. Enfin, comme troisième raison, nous allons relever ici un précédent réel qui démontre qu'il est tout simplement utopique, illusoire de penser qu'un tel projet pourrait être en faveur des économies des différents pays africains. Voilà, sans plus tarder, nous allons donc aborder la première raison, voilà, pour laquelle aucun Africain, aucun Congolais sérieux ne devrait adopter ce projet, car il s'agit d'un projet clairement conçu par les lobbies mafieux anglo-saxons, ennemis de l'Afrique et de la RDC.
Certains de ces ennemis sont clairement visibles et d'autres beaucoup moins. Et ici, nous allons parler, voilà, autant de ces lobbies visibles, voilà, anglo-saxons, que à des lobbies beaucoup moins visibles. Alors, parlons, voilà, des ennemis de l'Afrique et de la RDC visibles, voilà, concepteurs de ce projet. Vous avez entendu vous-même l'intervention du monsieur au niveau de l'introduction. Il s'appelle Rémi Ntsabimana, voilà. Nous parlons du fait que le président rwandais Paul Kagame est très impliqué dans ce projet depuis sa conception, ce qui est vrai. Paul Kagame, c'est justement ce monsieur-là qui, actuellement même, est en train de tirer sur la population civile au Mozambique qui manifeste, et cela dans le but de protéger les intérêts de l'Union européenne qui finance une soi-disant mission de maintien de la paix dont l'objectif en réalité est de protéger, de maintenir au pouvoir l'actuel président dont la population est en train de dire qu'il a perdu les élections face aux candidats de l'opposition. Et plus encore, Paul Kagame, c'est celui-là même qui, depuis 30 ans aujourd'hui, mène une guerre, voilà, de pillage contre la République démocratique du Congo au profit des lobbies anglo-saxons. Voilà donc les messieurs, voilà, visibles, qui est en train de piloter ce projet de zone de libre-échange censé développer le continent africain. Celui-là même qui se trouve être les plus anciens proxys de l'Occident de manière générale et spécialement du monde anglo-saxon contre le continent africain. Voilà, comme je l'ai annoncé, derrière lui, il y a des forces, voilà, des lobbies anglo-saxons beaucoup moins visibles et notamment la fondation Rockefeller. Oui, cette fondation est bien derrière en train de piloter ce projet dès sa conception. Ainsi, par exemple, dans la vidéo que vous avez sur votre écran, dont j'ai enlevé le son, voilà, vous pourrez suivre la vidéo si vous voulez en anglais, je la mets en barre de description. Vous avez le monsieur Mamadou Biteye en 2018, voilà, il était à l'époque le directeur régional Afrique pour l'Afrique de la fondation Rockefeller. Et là, dans cette vidéo, il tenait une réunion, voilà, sur les activités que menait cette fondation pour l'avancement de ce projet de zone de libre-échange en Afrique. Et donc ici, on est en droit de se poser la question de savoir pourquoi cette fondation, qui a toujours eu des projets contre les intérêts du continent africain, voilà, s'engagerait dans un projet censé développer l'Afrique. Parce que parmi les projets de cette fondation, il faut citer la création de l'Institut international pour l'agriculture tropicale, créé en partenariat avec le gouvernement du Nigeria en 1967. Le siège d'ailleurs de cet Institut international pour l'agriculture tropicale se trouve au Nigeria. C'est une organisation qui introduit notamment des cultures OGM au Nigeria, voilà, mais aussi en Afrique de manière générale. Au Nigeria d'ailleurs, il y a eu plusieurs protestations de la société civile contre ces cultures OGM, protestations qui n'ont pas été entendues par l'élite politique, à signaler que l'élite politique au Nigeria est très liée, voilà, à l'élite mondialiste américaine, voilà, au lobby mondialiste anglo-saxon de manière générale et spécialement américain. Tel est d'ailleurs le cas de l'élite économique du Nigeria, qui est plus liée à ces mondialistes même que l'élite politique, car au départ, le gouvernement du Nigeria avec Buhari ne voulait pas trop s'engager dans ce projet de zone de libre-échange, et c'est l'élite économique qui a son intérêt, voilà, dans ce projet, qui a convaincu l'élite politique. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le milliardaire nigérian Aliko Dangote a récemment organisé à Kigali une réunion portant sur cette zone de libre-échange, une réunion à laquelle ont été invités une cinquantaine de milliardaires et millionnaires africains, essentiellement du Nigeria, mais aussi d'autres pays africains, comme notamment l'ivoirien Tidjane Thiam.
Et donc, on se rend compte que c'est un projet porté essentiellement par les anglo-saxons sur le continent africain, voilà, qui sont les représentants des mondialistes anglo-saxons américains, en fait, sur le continent africain. Voilà. Un autre projet dans lequel a été impliquée cette organisation, la Fondation Rockefeller, c'est au courant de cette crise-là, voilà, du C, voilà, la soupe qu'on nous a ramenée comme remède, voilà, avec force, la Fondation Rockefeller a été parmi les institutions qui ont poussé pour que cette soupe soit servie à l'Afrique, qui a même financé, voilà, la soupe, une soupe qui aujourd'hui est remise en question avec des procès même contre les messieurs B, comme je l'expliquais dans cette vidéo-là. Donc, c'est une fondation engagée dans des projets contre les intérêts de l'Afrique. Projet dont fait partie cette soi-disant zone de libre-échange, et c'est d'ailleurs sans surprise que ce projet est porté à bras le corps par cette organisation Union africaine, financée par l'étranger, essentiellement l'Occident, et qui est donc au service de l'Occident contre les intérêts de l'Afrique. Comme c'est le cas d'ailleurs avec de nombreux gouvernements africains travaillant contre les intérêts de leur propre peuple, qui ont adhéré, voilà, à ce projet-là. Je souligne que la République démocratique du Congo est dans cette situation avec une élite politique contre les intérêts du peuple. J'ai eu à l'expliquer dans différentes vidéos. Alors là, on va se poser la question de savoir si c'est le cas du monsieur qui a fait l'intervention que j'ai présentée au niveau de l'introduction en soutien à ce projet. Est-ce qu'il travaille également contre les intérêts de l'Afrique ou il a fait cette présentation parce qu'il est ignorant des différents éléments que je viens de présenter ici? Alors moi, j'ai ma propre opinion, mais je vais vous présenter des faits réels comme d'habitude afin que vous puissiez tirer vos propres conclusions. La question est d'autant plus importante que, comme je l'expliquais beaucoup plus loin, sous cette vidéo qui a été présentée par la chaîne, sur la chaîne AJ+, que beaucoup d'entre vous connaissez, l'essentiel des commentaires sous cette vidéo était positif. Voilà, soutenez donc ce projet considéré comme panafricain alors qu'il s'agit clairement d'un projet mondialiste. Et donc, des gens qui se disent panafricains soutiennent clairement un projet qui est contre les intérêts de l'Afrique porté par les mondialistes, car la vidéo leur est présentée par une personne qu'ils considèrent comme un panafricain. Il est donc important, voilà, de questionner les motivations qui animaient la personne qui a fait cette présentation-là. Et là, je vais vous présenter les faits. Alors, le monsieur qui a fait cette intervention s'appelle Remi Nsabimana, il est rwandais. Donc, le monsieur connaît clairement Paul Kagame, il connaît la politique de Paul Kagame, que ce soit sa politique criminelle au sein de son pays, le Rwanda, ou dans d'autres pays, essentiellement dans la région des Grands Lacs, car la vidéo a été faite il y a 5 ans, donc il n'y avait pas encore la question de Mozambique. Par contre, Paul Kagame n'a pas eu des problèmes qu'avec la RDC, il a eu des problèmes avec la RDC, il a eu des problèmes avec le Burundi, voilà, avec à un moment donné même l'Ouganda, avec la Tanzanie à un moment donné. Donc, il n'ignore pas la dynamique. Il connaît très bien pour quels intérêts travaille Paul Kagame dans la sous-région des Grands Lacs. En plus de cela, il faut noter que la chaîne AJ+, où intervient le monsieur, est financée, voilà, par le Qatar, qui est un pays très allié à Paul Kagame, qui bénéficie d'ailleurs des minéraux pillés par le Rwanda en République démocratique du Congo. On va souligner ici que ce sont les autorités du Qatar qui ont racheté le club Paris Saint-Germain, voilà, qui est devenu un club faisant la promotion, voilà, de Paul Kagame, de son pays, avec le slogan « Visit Rwanda ». Et donc, avec ces éléments, à vous de tirer vos conclusions sur la question de savoir si c'est par ignorance ou en connaissance de cause que ce monsieur a présenté un projet mondialiste comme un projet panafricaniste. Voilà. Et ça, c'est très important pour attirer l'attention des personnes qui sont de bonne foi, elles, qui vont aller croire à ce genre
de choses parce que les commentaires sous la vidéo démontrent qu'il est facile de tromper les gens lorsqu'on utilise les labels panafricanistes. Il est donc important d'attirer l'attention des personnes de bonne foi, pas des personnes de mauvaise foi qui savent, voilà ce qu'elles sont en train de faire parce que financés par des lobbies mafieux, voilà, autour de ce criminel qu'est Paul Kagame. Voilà pourquoi j'ai toujours attiré l'attention des Congolais sur le fait que tout Congolais doit être d'abord nationaliste avant d'envisager d'être panafricaniste s'il le veut, voilà, parce que le vrai panafricanisme sera toujours en faveur des intérêts des différents pays africains. Ici, on est clairement en face d'un projet mondialiste présenté comme panafricaniste et beaucoup de jeunes gens y ont cru sous cette vidéo-là, sur base de la manipulation, parce que présenté comme panafricaniste, du fait qu'ils ne partent pas, ils n'ont pas pour boussole leurs intérêts nationaux. Tout panafricanisme qui viendrait vous dire, voilà, de mettre de côté les frontières serait un panafricanisme qui sert les intérêts mondialistes, comme je l'ai expliqué longuement dans cette vidéo-là. Voilà donc les amis, avec ça nous avons fini avec la première raison qui démontre que ce projet est un projet qui ne doit pas être adopté par tout Congolais ou Africain sérieux, ce qui nous conduit voilà, à la deuxième raison, à savoir l'objectif poursuivi, parce que ce projet nous est présenté comme celui qui va développer le continent africain en favorisant les échanges commerciaux entre pays africains, voilà, car aujourd'hui, les Africains commercent plus avec les pays non africains, et donc l'on nous dit qu'en supprimant les barrières des douanes, les taxes douanières, en favorisant les échanges commerciaux entre Africains, on va pouvoir développer le continent africain. Et donc ici, la question qui se pose d'emblée à toute personne censée, de savoir sur quoi vont porter ces échanges entre pays africains, quand on sait que le paradoxe du continent africain aujourd'hui, pour l'essentiel des pays du continent, c'est que ces pays sont obligés de faire des échanges commerciaux avec les pays non africains parce que les pays africains produisent ce qu'ils ne consomment pas, c'est-à-dire essentiellement les matières premières vendues aux pays non africains pour pouvoir importer les produits dont les populations africaines ont besoin, les produits de première nécessité, qui sont produits par ces pays-là non africains, car justement, les Africains consomment ce qu'ils ne produisent pas tout en produisant ce qu'ils ne consomment pas. On ne voit donc pas ici quel serait l'intérêt des échanges commerciaux entre pays africains portant sur des matières premières brutes quand on sait que l'essentiel de ces pays africains n'ont pas la technologie pour transformer ces matières premières qui, au final, seront vendues voilà, aux mêmes partenaires à qui les différents pays africains producteurs ont toujours vendu ces matières premières brutes. On ne voit donc pas en quoi ce même commerce de vente de matières premières non transformées, voilà, à d'autres pays africains va développer l'économie des différents pays de ce continent-là. On se rend compte par contre qu'on est en face d'un projet qui veut maintenir les pays africains dans ces statuts de pourvoyeurs de matières premières, qui n'a pas amélioré le social des populations africaines, alors que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'industrialiser les différents pays pour la production d'articles dont les populations africaines ont besoin. Et cela particulièrement au sein des pays comme la République démocratique du Congo qui ne produisent pratiquement rien, qui n'ont, à part les matières premières, et qui n'ont aucun intérêt, voilà, à rejoindre une soi-disant zone de libre-échange africaine. Parce que, à contrario, la conséquence, c'est que lorsque les pays africains vont se concentrer à échanger les matières premières brutes, il y a ce besoin qui va demeurer des produits à consommer par la population. Et là, vu que l'essentiel des pays africains achètent ces produits hors de l'Afrique, ils vont continuer à le faire et à les déverser sur les marchés d'autres pays africains, ce qui fait que tout le continent sera plus que jamais, avec l'ouverture des frontières,
inondés par des produits venant de l'extérieur, ce qui est en train aujourd'hui de tuer les industries locales en Afrique, cause de la pauvreté dans beaucoup de pays africains, dont spécialement la République démocratique du Congo, comme je l'ai démontré dans ces différentes vidéos, alors que l'enjeu, voilà, la priorité pour des pays comme la RDC aujourd'hui, c'est justement d'appliquer le protectionnisme, de freiner les importations pour pouvoir promouvoir la production locale. Une production locale qui doit être l'effet des nationaux, car l'un des grands enjeux, justement, c'est la réappropriation des différents secteurs de l'économie congolaise détenus aujourd'hui par les étrangers, comme nous l'avons vu dans la série des vidéos que je suis en train de faire, justement, sur cette question-là. Et donc, pour conclure cette partie, on va dire ici que les différents pays africains ont besoin de protectionnisme national pour booster leurs économies et non pas de l'ouverture des frontières avec une soi-disant zone de libre-échange qui sert des intérêts qui ne sont pas africains. D'autant plus que c'est une ouverture pour faire entrer des produits dangereux, notamment les OGM, voilà, avec la liberté de circulation. Déjà que quand il y a des contrôles au niveau des douanes, les pays africains n'ont pas nécessairement cette capacité de tout contrôler et a fortiori avec l'ouverture des frontières. Ça, c'est un projet à bannir par la jeunesse africaine consciente. Voilà donc, ceci va nous conduire à la troisième raison pour laquelle il ne faut pas rejoindre ce projet, voilà, qui est un marché des dupes. À savoir que nous avons déjà une jurisprudence avec l'Union européenne qui est en échec, voilà, au point que certains pays ont déjà quitté, d'autres veulent quitter. Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Nous avons aujourd'hui des mouvements nationalistes au sein des pays comme la France et autres qui veulent quitter cette Union européenne. Et à côté, nous avons un pays comme la Suisse qui n'a jamais voulu rejoindre l'Union européenne, préférant conclure des accords bilatéraux sur des questions spécifiques, qui a son économie qui se porte à merveille, contrairement aux pays de l'Union européenne comme l'Allemagne ou la France, dont l'économie va de mal en pis. Et donc, si cette intégration économique a plombé les économies des pays européens qui avaient déjà développé leurs différentes industries, on ne peut qu'imaginer ce que serait la situation catastrophique avec des pays africains, voilà, qui ne maîtrisent même pas leur économie, qui n'ont même pas encore amorcé leur industrialisation, qui ne produisent pratiquement rien. C'est cela le drame de vouloir appréhender les problèmes africains en partant d'un paradigme exogène européen, voilà, plutôt que de partir du paradigme endogène sur base des réalités africaines. Pourquoi ces lobbyistes ne vont pas parler de l'ouverture des frontières aux pays asiatiques qui sont en train de bien se développer, malgré, voilà, les barrières douanières, les frontières qu'il y a au sein de la plupart de ces pays-là. Cela n'empêche pas ce pays de faire du commerce et de se développer, de développer des échanges commerciaux sur base d'accords bilatéraux. Voilà, parce que le fond du problème ici, ce n'est pas l'existence des taxes douanières, c'est plutôt le fait que les pays africains produisent et qu'ils ne consomment pas. Ils sont obligés de vendre des matières premières brutes. Ils ne transforment pas les matières premières, ne produisent pas la nourriture qu'ils consomment. Contrairement aux pays asiatiques qui produisent déjà ce qu'ils consomment et emportent de la nourriture produite, qui transforment leurs propres matières premières et donc vendent des produits transformés qui ont donc de la valeur ajoutée. Voilà pourquoi ces pays-là se développent, contrairement aux pays africains qui vendent des matières premières brutes. Donc le fait qu'il y ait des barrières ici douanières n'empêche pas les pays asiatiques de se développer. Pareillement, pour le cas des pays asiatiques, du moins des pays de l'Amérique latine, ces lobbyistes ne vont pas leur parler, voilà, du problème des barrières douanières, car ces pays-là également, pour la plupart, comme le Brésil notamment, produisent ce qu'ils consomment et puis transforment pour beaucoup leurs matières premières. Et c'est aux Africains qu'on vient raconter n'importe quoi. Parce que nous avons une élite qui est soumise à l'élite mondialiste, spécialement
anglo-saxonne. Ainsi, par exemple, à Kigali, Aliko Dangote va dire qu'il a l'ambition d'ouvrir l'Afrique aux investisseurs, d'en faire un hub attirant les investisseurs, alors que c'est pas ça le vrai problème de l'Afrique. L'économie de la plupart des pays africains aujourd'hui est déjà entre les mains des forces étrangères, des compagnies multinationales étrangères, ce qui appauvrit ce pays-là. Aliko Dangote n'ignore pas que c'est grâce au protectionnisme appliqué par tous les pays du monde, notamment asiatiques ou occidentaux, que le Nigeria, notamment en Afrique, a pu développer son industrie comparée à la plupart d'autres pays africains. Et donc, maintenant que les autres pays africains sont en train de vouloir faire la même chose, ce n'est pas le moment pour venir dire aux autres pays africains, voilà, de s'ouvrir, d'ouvrir leurs frontières pour faire en sorte que les compagnies multinationales d'autres pays, d'autres continents puissent continuer à écraser les économies d'autres pays africains. Non, les pays africains doivent appliquer le patriotisme économique, comme je l'expliquais dans cette vidéo-là, appliqué en Suisse. Les pays africains doivent appliquer le protectionnisme. Comme je le disais dans la vidéo du dimanche dernier, le Nigeria est un pays très protectionniste et cela lui a bénéficié. Voilà, et ce pays a pu développer quand même son industrie face à la concurrence d'autres continents comparé aux autres pays africains. Beaucoup même d'autres Africains qui ont essayé de faire du business au Nigeria vous diront que c'est un pays qui protège vraiment son économie nationale, qui privilégie ses nationaux, les Nigérians, c'est ce que doit faire tout pays africain. Voilà. Alors vous allez me poser la question de savoir si l'Union européenne en fait n'a pas échoué par le fait que son élite est soumise à l'élite, voilà, mondialiste anglo-saxonne, et que si les pays africains arrivaient à être souverains, ce serait une bonne chose quand même de se regrouper, faire sauter les frontières et se regrouper notamment en des fédérations ou confédérations, voilà. Alors là, la réponse que je vais donner est celle-ci, c'est que en matière de relations entre États, ce sont toujours les intérêts qui priment. C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, ce sera vrai demain. La couleur de la peau n'y change rien. Ainsi, pour parler d'hier avant aujourd'hui, les différents royaumes africains, avant l'arrivée des colons, n'étaient pas nécessairement une zone où il n'y avait pas de conflits, parce que c'est un argument faux avancé par certains mouvements dits panafricains pour essayer de justifier la nécessité de la disparition des frontières, voilà, au nom d'un soi-disant panafricanisme, un argument qui est repris en fait par les mondialistes pour proposer des projets anti-africains comme cette soi-disant zone de libre-échange. Comme j'ai dit, c'est un argument faux qui a d'ailleurs été repris par le monsieur dont j'ai présenté la vidéo à l'introduction, Rémi Tsabimana, qui explique dans cette vidéo-là que le problème des conflits aujourd'hui vient du fait que les frontières ont été tracées par les colons, voilà, et que cela n'a pas tenu compte de l'homogénéité culturelle et linguistique, voilà, des différentes tribus, comme notamment les Akans. Et donc, avec ce tracé de frontières artificielles, on a eu ces différents peuples qui se sont retrouvés dans des pays différents, comme au Nigeria, au Ghana et ailleurs. En argument, voilà, qui rencontre l'argument qui a souvent été donné par le criminel président rwandais, justement, soit disant que la RDC aurait empiété sur les frontières rwandaises. Voilà, notez cela, c'est très important. Et donc, comme je le disais, ça c'est un argument faux, car partant de ce postulat faux, monsieur justifie finalement que comme pour corriger ces tracés de frontières artificielles, il est important de se regrouper au sein d'institutions comme cette zone de libre-échange qui est ici, en l'espèce, un projet mondialiste. Et comme je l'ai dit, je vais le démontrer ici, l'argument est faux. Car avant l'arrivée des colons, justement, au sein de ces empires et royaumes africains, si vous avez lu l'histoire à l'école secondaire, notamment, vous avez étudié l'histoire des royaumes africains, il y avait des conflits au sein même, voilà, des groupes culturellement et linguistiquement homogènes, comme au sein du royaume Congo. Les différentes familles au sein de ce royaume-là se battaient avant même l'arrivée de colons. Tel était le cas au sein de tous ces royaumes, qu'ils soient en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique
australe. Voilà. Et d'ailleurs, les déclins de plusieurs empires et royaumes a été le fait d'autres empires et royaumes africains. Ceci signifie donc que il y avait, comme dans toute société humaine, des conflits et l'arrivée des colons ne fera qu'attiser, voilà, ces conflits-là qui existaient quand même avant que les colons n'arrivent pour tracer les frontières. En revanche, c'est tracer des frontières depuis plus d'un demi-siècle a créé une identité nationale qui assure la stabilité des différents pays quand il n'y a pas d'interférence. Ça a été le cas avec le Zaïre de Mobutu. Mobutu, voilà, pion des anglo-saxons, mais qui a su, voilà, avec le soutien de ces anglo-saxons qui ne créaient pas des guerres, n'attisaient pas les conflits, il a pu assurer une stabilité quasiment totale sur l'étendue du territoire national parce qu'il y avait une certaine force de l'État, parce que c'est ça le vrai problème. C'est que, en réalité, c'est un État fort qui va permettre au sein d'un pays la cohabitation pacifique des différentes communautés, alors qu'au sein, voilà, d'une structure d'un pays même avec homogénéité culturelle et linguistique, si l'État n'est pas fort, ou la structure qui sert d'État comme en royaume, si cette structure n'est pas forte, il y aura des conflits. C'était le cas au sein des différents royaumes africains. A contrario, comme je le disais, ces tracés de frontières, même dites artificielles, a créé une identité nationale entre différents peuples et c'est plutôt une tentative de vouloir modifier cela qui crée finalement des conflits comme c'est le cas dans la région des Grands Lacs avec la RDC et le Rwanda. Paul Kagame et ses lobbies qui veulent balkaniser ce pays-là sur base justement de fausses raisons données dans des vidéos comme celle de monsieur Sabimana, où ce serait les frontières artificielles qui seraient cause de conflits, alors que la vraie raison, c'est le pillage systématique des différents minéraux de la RDC par des lobbies mafieux. Voilà donc, on a là un exemple qu'autrefois, il y avait des conflits comme dans toute société humaine. Voilà. Et donc, pour parler d'aujourd'hui, pour laisser en fait ces royaumes-là aujourd'hui où parlant d'une réalité beaucoup plus proche de nous dans le temps, Laurent Désiré Kabila a été sacrifié par une personne qui était censée être son allié. Le président angolais Eduardo dos Santos, voilà, a livré Kabila père à ses ennemis qu'il était en train de combattre, soit la coalition rwando-ougando-burundaise soutenue par les États-Unis. Pour dire donc que le fait d'avoir la même couleur de peau n'implique pas nécessairement une loyauté. Si vous pouvez être trahi par des membres de votre propre famille, vous pouvez l'être par vos amis et a fortiori par des dirigeants d'un État étranger, même si vous étiez dans une sorte de fédération ou de confédération. C'est pour attirer l'attention sur le fait que les questions de l'État se gèrent avec la raison, plus que la raison même, et pas avec l'émotion sur base d'une considération selon laquelle on a la même couleur de peau. Voilà pourquoi, en ce qui me concerne, je suis pour la gestion des différents pays africains sur base des frontières actuelles de chaque pays en respectant l'identité nationale de chaque pays et puis les différentes activités, notamment commerciales, peuvent se faire sur base des différents accords bilatéraux, comme le font les pays asiatiques, et ça marchait très bien, les pays de l'Amérique latine. Voilà, pour les questions importantes communes, comme les questions sécuritaires, on peut créer des structures, voilà, en marge des différents États. Il n'y a pas besoin nécessairement de faire une confédération ou une fédération. On peut créer des structures comme l'OTAN pour protéger les différents membres, voilà, de l'organisation africaine, une organisation militaire africaine, en cas d'attaque dans des États membres par des forces extérieures. Voilà donc ma position pour cette question. D'ailleurs, beaucoup de Congolais ne sont ni pour la zone de libre-échange africaine, ni pour l'East African Community qu'a rejoint le gouvernement de la RDC. Voilà pourquoi la RDC doit se doter d'une élite responsable, voilà, au service de la République démocratique du Congo, et l'une des priorité sera de quitter ce traité-là qui a été ratifié par la RDC comme beaucoup de pays africains, qui est clairement contre les intérêts de l'Afrique et spécialement de la République démocratique du Congo. Voilà. On peut se poser la question de savoir si Donald Trump, qui semble être anti-mondialiste, voilà,
d'apparence va mettre fin à ces genres de projets, voilà, de l'élite mondialiste occidentale et spécialement anglo-saxonne. Ce sera l'objet d'une vidéo prochaine, car celle-ci a déjà pris beaucoup de temps, les amis. Je vous souhaite un excellent dimanche. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain pour un autre sujet tout aussi croustillant. Ciao!